On ouvre ce Lex Inside avec l'intelligence artificielle et son impact sur le secteur des jeux vidéo. Et notamment, on va voir la question de la protection des mineurs qui est particulièrement prégnante en ce moment. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sacha Bétache, avocate au barreau de Paris. Sacha Bétache, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, on va aborder une question d'actualité abordée par le président de la République qui a évoqué la possibilité de restreindre certains jeux vidéo aux mineurs. Pourquoi, selon vous, ce débat ressurgit-il en ce moment sur cette question? C'est un débat qui revient assez souvent, c'est juste qu'aujourd'hui le contexte a un petit peu changé. Pour replacer les choses justement dans leur contexte, donc le président de la République, Emmanuel Macron, en février 2026, a annoncé qu'il mettait en place un travail scientifique autour des jeux vidéo et des chatbots liés à l'IA pour vérifier l'addiction et la potentielle addiction et la santé mentale chez notamment les publics les plus vulnérables, à savoir les mineurs. Le secteur du jeu vidéo a tout de suite très vivement réagi en craignant un amalgame entre l'œuvre artistique et le jeu vidéo et les dérives potentiellement comportementales qui pourraient être liées et qui doivent être dissociées de l'œuvre pour eux. Donc ce débat ressurgit, mais il existe depuis les années à peu près 90 où on soupçonne, où on a peur de la violence dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. En revanche, ce qui a changé, c'est pas tellement le contenu du jeu en lui-même, c'est plutôt les procédés qu'on utilise à l'intérieur du jeu, les mécanismes de création du jeu. Aujourd'hui, les fabricants de jeux vidéo intègrent beaucoup, pas que, mais notamment de l'IA dans leurs jeux vidéo. Et donc, ces architectures numériques sont capables aujourd'hui d'optimiser l'engagement, d'optimiser l'attention des joueurs, mais il faut faire attention aux dérives qu'elles peuvent générer. Alors justement, vous évoquez l'utilisation de l'IA désormais dans les jeux vidéo. Concrètement, en quoi l'intelligence artificielle change-t-elle la donne dans le secteur du jeu vidéo? Alors l'IA aujourd'hui est utilisée dans les jeux vidéo dans beaucoup d'aspects, pas seulement pour animer les personnages, ça aide aussi, mais aussi pour une personnalisation qui va être plus dynamique de la difficulté du jeu, l'adaptation des récompenses dans le jeu, des systèmes de recommandation à l'intérieur du jeu pour les joueurs, la mise en relation, ce qu'on appelle le matchmaking des joueurs entre eux, et la publicité ciblée, ou en tout cas les recommandations commerciales à l'intérieur du jeu, etc., etc. Il y en a de nombreuses d'autres. Alors techniquement, le but est toujours d'améliorer l'expérience de l'utilisateur dans le jeu qui est permise grâce à l'IA. L'IA va identifier des comportements, elle va anticiper les réactions et elle va ajuster en temps réel l'environnement de joueurs. Et tout ça pour maximiser l'engagement. C'est tout le sujet. Et donc, lorsqu'on met au service cette optimisation vis-à-vis de publics vulnérables, c'est là où la réglementation, en tout cas la régulation, peut être nécessaire. Le risque, c'est après d'avoir une addiction à ce type de comportement, justement. Un mot quand même sur le cadre juridique. Que dit le droit actuellement? Alors, le droit n'encadre pas spécifiquement l'IA pour les jeux vidéo, ni le jeu vidéo tout seul. On a un morcellement de textes qui peuvent s'appliquer aux jeux vidéo. Donc, et qui traite de l'IA. Donc, par exemple, l'IA Act, qui a été voté au niveau européen il y a quelque temps, ça interdit complètement les systèmes d'IA qui viennent exploiter les vulnérabilités ou faiblesses des joueurs lorsqu'elles sont susceptibles d'altérer significativement le comportement d'une personne. Donc, si on met un système d'IA dans un jeu vidéo qui pourrait altérer le comportement d'une personne vulnérable, par exemple les mineurs, là, le système d'IA à l'intérieur du jeu vidéo peut être interdit. On a aussi le DSA, Digital Service Act, qui vient réguler les plateformes en ligne et aussi les très grosses plateformes. Sur les plateformes, elle leur impose des obligations, par exemple une évaluation des risques, des mesures spécifiques de protection des mineurs en tant que telles et une transparence sur les systèmes de recommandation. Donc justement, c'est important dans les jeux vidéo. Donc à la fois, donc pour les grosses plateformes, on a des risques encore plus atténués, notamment des risques mis en place pour les mineurs sur les très grosses plateformes. Aujourd'hui, aucun jeu vidéo n'est identifié comme très grosse plateforme. Il y a une liste sur le site de la Commission. En revanche, par exemple, Apple Store, donc les endroits où l'on peut acheter ces jeux vidéo,
en tant que très grandes plateformes, sont considérées par ces mesures. Donc, elles doivent mettre en place de nombreuses mesures. Et on peut aussi compter en troisième et quatrième loi sur le droit de la consommation en France qui vient réguler les pratiques commerciales trompeuses qui peuvent encadrer les jeux vidéo. Et enfin, sur la loi SREN, qui est assez récente de 2024 et qui a mis en place tout récemment un cadre juridique sur les JONUM, qui sont les jeux à objets numériques monétisables, dont le décret vient de sortir d'application, qui met en place notamment 4 grands principes, qui sont le plafonnement des récompenses dans ces jeux, l'obligation d'auto-limitation des dépenses, l'obligation de mettre des messages de prévention contre l'addiction, justement, et la régulation par l'ANJ. Donc tout ça fait que on a un cadre qui est quand même précis et qui existe. Donc on a un cadre juridique assez important, notamment pour protéger les mineurs. Il y a un phénomène dont on parle beaucoup, ce sont les loot boxes, pardon. De quoi s'agit-il? Alors, un loot box, c'est une boîte surprise qui est dans un jeu qu'un joueur peut acheter avec de la monnaie réelle, donc des euros, ou de la monnaie virtuelle dans le jeu, mais qu'il a obtenue par de l'argent. Et on lui propose d'ouvrir une boîte. Et dans cette boîte, il y a une surprise. Donc ça peut être soit une tenue pour un personnage, ça peut être une arme, ça peut être un bonus dans le jeu, ça peut être un objet très très rare recherché dans le jeu. Et c'est là où la question juridique est soulevée parce qu'on a 3 éléments importants du jeu. Le joueur paye, donc un sacrifice financier. On a un résultat aléatoire, le hasard dans ce qu'on obtient. Et enfin, on a une valeur du gain sur ce qu'on obtient qui varie fortement. Et donc, c'est en cela que c'est très difficilement appréhendé par le droit parce que ça ne tombe pas sous le coup des jeux d'argent. C'est un jeu de hasard, on est d'accord, mais ce n'est pas un jeu d'argent au sens du Code de la sécurité intérieure. Et aujourd'hui, ce n'est pas appréhendé ni par la jurisprudence ni par le droit actuel à proprement parler. Ça fait l'objet de beaucoup de débats. Par exemple, la Belgique et d'autres pays européens ont décidé de le considérer comme un jeu d'argent et de hasard. Il y a des discussions actuellement depuis quelques mois au niveau de l'Europe pour sensibiliser et viser à travailler pour, non pas interdire, mais en tout cas réguler les loot box dans les jeux. Et plusieurs déjà fabricants de jeux les ont déjà sortis dans certains pays, ou en tout cas les ont minimisés pour les mineurs, car le problème de fond, c'est toujours les mineurs. Bien sûr. Ce sont des publics vulnérables. Autre sujet important, ce sont les dark patterns. Pareil, de quoi s'agit-il? Alors, dark patterns, ils ne sont pas appliqués que dans les jeux vidéo, mais ce sont des biais par des plateformes qui influencent subtilement nos décisions. Donc, je vous donne un exemple, un bouton accepter qui est énorme, que ce soit dans un site ou sur une plateforme en ligne. À contrario d'un bouton refusé qui serait minuscule, une monnaie virtuelle qui serait complètement décorrélée et qui du coup ferait oublier qu'on est en train de dépenser de l'argent puisque la monnaie virtuelle, a priori, on l'a payée, on l'a achetée, donc qui serait décorrélée, se désabonner lorsque c'est possible en 10 clics alors que s'abonner c'est possible en un seul clic, donc tout ça, Le ce but, sont des c'est interfaces. encourager un comportement. Exactement. Et donc, dans le jeu vidéo, comment peut-on encourager un comportement avec des dark patterns? C'est envoyer des notifications pour encourager à revenir jouer, faire des offres temporaires qui, en fait, n'ont rien de temporaire, sont là tout le temps, reviennent systématiquement, avoir des systèmes de progression qui sont volontairement très ralentis pour inciter à revenir. Donc, tout ça, ce sont des interfaces qui sont mises en place dans des jeux parfois, qui peuvent inciter le joueur à revenir et donc créer de l'addiction. Et sur les publics vulnérables, c'est d'autant plus important. Et avec les systèmes d'IA, c'est accéléré puisque le système d'IA a la capacité de cibler des publics vulnérables et de vous dire quand revenir et quand vous êtes plus enclin, à quel moment dans votre journée ou dans votre vie, à dépenser. On va conclure là-dessus. Merci Sacha Betta. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. On quitte l'univers du jeu vidéo pour revenir au cœur de la vie des entreprises avec le sujet en matière pénale, l'audition du dirigeant d'une société qui est soupçonnée d'une infraction pénale.